Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous passez une super semaine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit top 10 spécial acteurs et actrices qui ont été tellement loin dans la transformation physique, tellement loin dans leur performance, qu'ils se sont rendus juste méconnaissables. Et j'insiste bien sur le mot méconnaissable, parce que systématiquement, quand je voyais ces acteurs à l'écran, je ne voyais pas l'acteur en question qui incarnait le personnage, je voyais le personnage. Et ça, c'est une nuance quand même très importante à soulever. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas faire une scène d'intro trop longue, on va directement rentrer dans le vif, mais avant ça quand même, on approche les 20 000 abonnés, c'est juste énorme, donc merci infiniment, et j'en profite quand même, ceux et celles qui me regardent régulièrement sans être encore abonnés, s'il vous plaît abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, ça m'aide énormément, ou plutôt, ça aide énormément la chaîne. Merci infiniment, c'est parti. En 10e position, on va commencer avec un acteur français, Cocorico, Vincent Cassel, très connu pour ses transformations physiques, enfin plutôt très connu pour une transformation physique. Une transformation qui a beaucoup marqué à l'époque en 2008. Rappelez-vous, Vincent Cassel a tourné dans L'Instinct de mort et L'ennemi public numéro 1, deux films centrés sur le criminel braqueur français des années 60-70, Jacques Messrine. En effet, dans L'Instinct de mort, le premier film, on voit bien que Vincent Cassel, en jeune Jacques Messrine, est svelte, jeune, bien sec. Et dans L'ennemi public numéro 1, sa suite qui se déroule 15-20 ans après le premier volet, eh bien on voit que Vincent Cassel a pris du poids, genre 15-20 kilos de fat. Et ça c'était impressionnant pour l'époque, et surtout impressionnant pour un acteur français, car quand on creuse un peu, on s'aperçoit que du côté de nos acteurs, du côté des transformations, ça se bouscule pas vraiment. Les seuls auxquels je pense, c'est Vincent Cassel pour Messrine, je pense également à Yvan Attal dans Le Rapt, où il a perdu genre 9-10 kilos. Également, je pense à l'excellent et trop sous-coté Philippe Torreton, qui a dû perdre entre 15 et 20 kilos pour son rôle dans Présumé coupable, film très douloureux, très dur. Et je pense également à Vincent Lindon, qui a pris au moins 10-15 kilos de muscles pour son rôle dans Titane, une performance qui est passée sous les radars, malheureusement, alors que c'est quand même impressionnant qu'un acteur de sa trempe, surtout à 60 balais, prenne autant de muscles. C'était quand même un truc de ouf à un âge avancé, dans un pays comme le nôtre. Pour autant, si Vincent Cassel était impressionnant dans Messrine, il n'était pas pour autant méconnaissable. Oui, il faisait un super... oui, il était très bon dans son rôle, mais on reconnaissait Vincent Cassel. Par contre, il a tourné dans un film où il était méconnaissable, on ne l'a pas reconnu, c'est dans Shaitan de Kim Chapiron, où il incarne Joseph, un paysan white trash, et c'était impressionnant parce que je l'ai pas reconnu le père Cassel. Quand je l'ai vu pour la première fois avec son pull, ses bottes et sa tronche, je me suis dit mais attends, ça peut pas être lui ça. Ils ont pris un mec qui ressemble vaguement à Vincent Cassel et non, en fait c'était vraiment lui. Alors oui bien sûr, plus on avance dans le film et plus on reconnaît Vincent Cassel, mais quand on le voit apparaître au début, eh bien c'est impressionnant, voire même choquant, et ça, fallait en parler. Vincent Cassel, impressionnant dans le rôle de Joseph, impressionnant, terrifiant, et super drôle également parce que c'était quand même... c'était marrant de le voir dans un rôle pareil. Ceux qui ont vu Shaitan comprendront pourquoi c'est drôle. À la fin, ça l'est beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, bravo Vincent, et je précise que ce film a été tourné genre 4-5 ans avant L'Instinct de mort. Donc on peut dire que le bon Vincent n'était pas sa première transformation. En 9e position, Steve Carell dans Fox Carter. Alors en soi, Steve Carell, il n'est pas spécialement connu pour proposer des performances de zinzin, des performances de fou furieux. Il est très bon dans la comédie, oui, mais dans le dramatique, il est tout aussi bon, voire même encore meilleur. Et c'est bien ce qu'il a prouvé dans le film Fox Carter, où il est juste méconnaissable. Ils lui ont ajouté des prothèses au niveau des dents, tout ça, pour lui changer sa tronche. Alors on reconnaît bien sûr ses traits de visage, mais moi j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était lui. Je savais juste que c'était un film avec Mark Ruffalo et Channing Tatum, qui sont tous les deux excellents d'ailleurs dans ce film, et on peut dire même que Mark Ruffalo est dans son genre méconnaissable également, en prof de lutte, il a chopé toutes les mimiques d'un prof de lutte, les déplacements, tout ça, et j'ai eu du mal à reconnaître pour le coup Mark Ruffalo. J'ai presque envie de dire que Mark Ruffalo est d'autant plus méconnaissable dans ce film que Steve Carell. Mais il fallait quand même souligner que Steve Carell nous a proposé une performance où il est dans un film sérieux, où il est pas du tout drôle, loin de là, il est même... très triste, vraiment, il est bouleversant presque, mais c'est un film qui est vraiment... Fox Carter, c'est pas un film qui va vous faire du bien, quoi. C'est un film qui est assez lourd, assez austère. Les couleurs, le décorum, ça se déroule, je crois, dans le New Hampshire ou dans un coin du nord des États-Unis. Vous savez, un coin assez froid, où il y a beaucoup de pluie, du vent, des trucs comme ça. Et l'environnement en soi, c'est pas un environnement spécialement fun. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que là aussi, Channing Tatum joue dans un film sérieux. Il a un rôle sérieux, tout ça. Même si le film est bon, ce n'est pas pour autant un chef-d'œuvre. En revanche, les performances sont juste incriticables. Et Steve Carell, tout comme Mark Ruffalo, sont juste méconnaissables. En numéro 8, on va parler d'une actrice française, Marion Cotillard dans La Môme. Oui, je dois avouer que Marion Cotillard était excellente. La perf de Marion Cotillard, naturellement, méritait ses récompenses, méritait son César, Oscar, je sais plus ce qu'elle a raflé, mais en tout cas, c'était largement mérité. Mérité car quand j'ai vu ce film, je n'ai pas vu Marion Cotillard, j'ai vu
quelqu'un d'autre. En numéro 7, Tom Cruise dans Né un 4 juillet. Alors, je fais souvent la propagande pour Né un 4 juillet, notamment auprès des plus jeunes, car c'est un film qui est vraiment terrifiant. C'est pour moi pas un film de guerre, ni un film social, ni un drame, c'est un film d'horreur. On suit le parcours de Ron Kovic, un jeune soldat qui se retrouve paralysé après avoir pris une balle pendant un affrontement, une embuscade au Vietnam. Donc l'histoire se déroule dans les années 60, c'est une histoire vraie, hein. Ron Kovic d'ailleurs est décédé il y a quelques années. C'était au départ un jeune patriote hyper déter pour aller défendre la bannière étoilée à l'autre bout du monde, et puis le mec, quand il s'est retrouvé paralysé et qu'il a compris une autre réalité, il est devenu farouchement pacifiste, antimilitariste, tout ça. Une histoire vraiment douloureuse, un film très douloureux, et Tom Cruise est juste impérial. Et je sais que beaucoup d'entre vous, quand vous pensez à performance, transformation ou Tom Cruise est méconnaissable, on pense très souvent à son rôle de producteur dans Tonnerre sous les tropiques. Et c'est vrai que il est méconnaissable avec sa calvitie, ses grosses mains, sa dégaine de primate. C'est vrai qu'on a du mal à reconnaître Tom Cruise. Mais je voulais souligner, rappeler l'existence de Né un 4 juillet, car Tom Cruise y est pour moi excellentissime, du niveau de Brad Davis dans Midnight Express. C'est pour moi la meilleure performance de Tom Cruise, bien évidemment, et c'est également la meilleure performance des acteurs de sa génération. Tom Cruise à l'époque de Né un 4 juillet, il a même pas 27-28 ans, c'est un jeune acteur, ça fait 10 ans qu'il est dans le métier, et le mec, il a ce truc, il a cette intensité, il a ce jeu, il a ce talent, il a cette fureur en lui, et il a tout mis dans ce rôle. Il était tellement bon que, passé un certain stade, je reconnaissais plus Tom Cruise. Pourtant, quand j'ai vu ce film, c'était genre en 2013. Des films avec Tom Cruise, j'en avais déjà bouffé une bonne dizaine, mais quand je l'ai vu dans Né un 4 juillet, plus le temps passait, plus le film avançait, et moins je le reconnaissais. On voyait là aussi quelqu'un d'autre, un être torturé, un être qui vit en enfer. Car vraiment, j'insiste bien sur le fait que Né un 4 juillet est davantage un film d'horreur qu'un film de guerre ou un drame, car vous allez plonger dans la psychologie d'un jeune homme qui s'est retrouvé paralysé. Vous allez partager sa douleur, sa frustration, sa haine, son désir d'en finir, son désir de vouloir vivre autre chose. Enfin, c'est un cauchemar. Je ne compte même plus le nombre de scènes qui vont rester à jamais greffées dans ma mémoire. Ce passage, par exemple, où Tom Cruise regarde une photo de lui quand il était en forme, quand il était en mode lutteur, et il y a son reflet dans la photo où il se voit en fauteuil roulant, où il comprend que c'est fini, il sera plus jamais le jeune homme qu'il a été quelques mois auparavant. Je ne parle même pas des passages où il est dans l'hôpital, dans le déni complet, il accepte pas qu'il a perdu ses jambes. Enfin, c'est horrible, vraiment, ce film est douloureux à en crever. C'est du même niveau presque que Midnight Express dans un autre délire. Là aussi, pareil, je ne cesserai jamais de faire la propagande et la promo de Midnight Express, notamment auprès des plus jeunes. Et quoi qu'il en soit, Tom Cruise, juste méconnaissable dans l'excellentissime Né un 4 juillet. Juste pour la précision, si vous lancez le film, préparez-vous psychologiquement, parce que vous n'allez pas sourire une seule seconde. C'est très sérieux, c'est très particulier, et Oliver Stone y ajoute une patte vraiment très viscérale. On est vraiment on est plongé, c'est une plongée en abîme, dans le cœur des gens, dans l'âme des personnages. Vous risquez de vous sentir très mal bien après le visionnage, donc je précise, faites gaffe. En termes d'impact psychologique et de terreur absolue, je trouve que Né un 4 juillet est presque plus terrifiant que le gros des films d'horreur qui sont sortis ces 20 dernières années, je le pense sincèrement. En 6ème position, naturellement, il faut qu'on parle de Christian Bale. Alors Christian Bale, bien évidemment, est connu pour ses transformations physiques de malade mental, c'est-à-dire que le mec, un jour il perd 40 kilos, un jour il en prend 50, enfin, ce mec-là, il est génial, parce que d'un côté il est capable de changer radicalement du point de vue physique, prendre du muscle, perdre du poids, etc., prendre du fat, ce que vous voulez, et dans le même temps, qu'importe ses changements, qu'importe ce qu'il fait, qu'importe ce qu'il propose, il reste excellentissime, qu'importe son rôle. Et pour moi, le rôle où il est vraiment méconnaissable, on le reconnaît pas du tout, c'est dans Vice, d'Adam McKay. Dans ce film, il incarne Dick Cheney, donc un homme politique américain qui est devenu vice-président, je sais pas quoi, et il est impressionnant, il a pris genre 30-40 kilos pour le rôle, donc grosse bedaine, calvitie, tout ce que vous voulez, et il est juste excellent. Enfin, vraiment, c'était une performance qui m'a mis KO, quoi, KO debout. Au début, bien sûr, on reconnaît bien que c'est Christian Bale, tout ça, mais passé un certain stade, avec son bide, avec son poids, avec son maquillage, on le reconnaît plus, et il est juste foudroyant, glaçant de talent. Mention spéciale d'ailleurs à la scène finale où il s'adresse à la journaliste, où il explique en gros son opinion par rapport à la politique, par rapport à la défense nationale, ce genre de truc. Vraiment, je le reconnaissais pas, j'étais terrifié parce que je voyais là aussi quelqu'un d'autre. En 5ème position, il faut qu'on parle de la performance de Johnny Depp dans Black Mass ou Strictly Criminal, un film réalisé par Scott Cooper, l'excellentissime Scott Cooper qui fait souvent tourner d'ailleurs Christian Bale. Dans ce film, Johnny Depp incarne un criminel qui a vraiment existé dans les années 70 du côté de Boston, tout ça. Et il est juste incroyable, enfin regardez-le quoi. Ça c'est une prise de risque que j'adore. À l'époque, Johnny Depp a 50 balais, il est encore beau gosse, encore sexy, tout ça.
Et c'était surprenant de le voir dans un rôle pareil. Calvitie, dents flinguées, une dégaine, un regard qui est juste terrifiant, glaçant. Mention spéciale à la scène où il va voir la copine de son pote dans sa chambre, où il vient checker sa température. Il est terrifiant, on se demande ce qui va se passer, on se demande quelle dinguerie il va faire. Il a une présence magnétique, il est juste inoubliable dans ce rôle. D'ailleurs, je vous invite à le regarder en version originale avec sa voix, une voix hyper rauque, hyper grave, et c'est quelque chose qui résonne bien. C'est-à-dire que quand il parle, on l'entend, et on peut pas faire autrement que d'écouter sa voix, quoi. Et justement, dans Black Mass, il joue à fond sur la voix grave, la voix, on va dire, une voix caverneuse, et il est juste génialissime. Et bien évidemment, méconnaissable. Là aussi, on n'a pas affaire à Johnny Depp qui joue quelqu'un, on a affaire à quelqu'un d'autre. En quatrième position, alors... J'ai parlé de Tonnerre sous les tropiques par rapport à la performance de Tom Cruise, où il joue le rôle d'un producteur libidineux à calvitie, mais on oublie qu'il y a un autre acteur qui a été juste méconnaissable, mais littéralement, c'est Robert Downey Jr., qui, dans ce rôle, incarne un Renoir, c'est-à-dire qu'il est en mode blackface. Étonnant d'ailleurs qu'il ait pas eu de soucis, voilà, qu'il ait pas eu d'emmerde, qu'il ait pas été cancel dernièrement, parce que blackface, machin, c'est mal vu, etc. Donc c'est étonnant qu'on lui ait pas reproché ce qu'il a tourné dans les années 2000. Le film date de 2008 et il est vraiment très fun. Tonnerre sous les tropiques est peut-être une des meilleures comédies de cette époque-là. Une comédie réalisée et avec Ben Stiller, et pour anecdote, le rôle qu'incarne Ben Stiller dans le film, c'est une parodie de Sylvester Stallone. J'avais pas tilté, mais en fait, dans ce film, Ben Stiller incarne une sorte de Sylvester Stallone bis. Voilà. Et bref, Robert Downey Jr., il est méconnaissable, on reconnaît pas que c'est lui, quoi, et c'était impressionnant, faut le souligner. Alors oui, c'était pas une performance de dingue, digne des Oscars, mais quand même, le blackface, est-ce que ce mec, pour vous, c'est Robert Downey Jr.? Non. En troisième position, une performance qui m'a glacé le sang, Charlize Theron dans Monster. Elle incarne dans ce film une serial killeuse, une serial killeuse américaine qui a vraiment existé dans les années 90-80. Une serial killeuse dont il y a beaucoup de choses à dire, j'ai vu pas mal d'interviews, enfin notamment sa dernière interview, je me suis beaucoup renseigné sur sa vie et c'est un personnage qui est juste bouleversant, enfin une personnalité qui a beaucoup souffert. J'aimerais en parler d'ailleurs dans une vidéo un peu plus longue, notamment sur Monster, j'aimerais un jour faire une rétrospective sur ce film, mais j'ai envie d'en faire, mais d'un côté ça me gêne parce que je vais devoir regarder ce film une seconde fois et j'ai pas envie. Ce film, je l'ai vu une seule fois, et je veux plus jamais le revoir. Vraiment, si je dois le revoir, ce sera uniquement pour le boulot, mais ce sera pas de gaieté de cœur, sincèrement. J'ai jamais vu un film aussi dur, aussi tragique. C'était presque équivalent à Seul contre tous de Gaspard Noé dans un autre style. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on va rester simplement sur la performance de Charlize Theron. À l'époque, elle était toute jeune, elle avait genre quoi, 25 ans. C'est impressionnant de la voir là-dedans. Charlize Theron, quoi, quand on pense à Charlize Theron, on pense davantage à top model plutôt qu'actrice. Et pourtant, dans Monster, elle crevait l'écran, mais littéralement. Il me semble qu'elle a reçu des Oscars ou je sais pas quoi, des récompenses à plus en finir, mais à juste titre, c'était largement mérité. Et je suis même étonné d'ailleurs que ce rôle l'ait pas flingué dans sa carrière, parce que avoir des rôles aussi extrêmes, ça peut être très préjudiciable. Quoi qu'il en soit, elle était tellement méconnaissable que justement, elle a pu passer entre les radars. Parce que oui, c'est ça le truc, c'est que Charlize Theron est méconnaissable. Même si vous regardez ce film avec le regard d'aujourd'hui, vous avez du mal à reconnaître Charlize Theron dans Monster. Franchement, essayez, vous allez voir, c'est terrifiant, c'est glauque, c'est terrible, c'est tragique, et surtout, c'est réaliste. Et le truc, c'est que le réalisme, la réalité, c'est peut-être un des genres les plus terrifiants. Pas mal cette phrase, hein. En numéro 2... la performance de Joaquin Phoenix dans Joker. Alors oui, bien sûr, on peut reconnaître Joaquin Phoenix dans ce rôle, même si il a quand même perdu 25 kilos, c'est pas rien quand même, c'est énorme. Surtout que pour Joker, à l'époque, il avait genre 45 ans, bon, c'est quand même un âge assez avancé, du moins, vous avez compris ? Mais quand il porte le maquillage, alors là, il est carrément méconnaissable. Et je sais que quelque part, c'est un petit peu de la triche, parce que maquillage, forcément, même chose par exemple pour Heath Ledger, on le reconnaît pas avec le maquillage. On reconnaît pas que c'est Heath Ledger. C'est fou à quel point le maquillage peut littéralement vous transfigurer, vous transformer. Mais, je devais quand même souligner la performance de Joaquin Phoenix, parce que je ne vais pas entrer en opposition la perf de Heath Ledger avec Joaquin Phoenix. Ça se fait pas, quoi. C'est deux rôles différents. Oui, c'est deux Jokers radicalement différents. Et bref, Joaquin Phoenix c'est juste incroyable, complètement transfiguré, méconnaissable, notamment pendant le passage quand il est sur le plateau de Murray. Quand il arrive sur le plateau, quand il danse, on dirait qu'il sort d'une chrysallis, on dirait qu'Arthur vient de mourir, là ça y est, il y a un nouveau personnage qui vient d'arriver, donc à savoir le Joker, et il est littéralement méconnaissable sur ce plateau. J'estime que c'est là qu'il a donné le plus d'intensité à son rôle, et bien sûr on peut parler de l'ultime confrontation face à De Niro, où il vide son sac, où il dit ce qu'il pense de lui. Quoi qu'il en soit, performance de Joaquin Phoenix juste hallucinante, et on est d'accord avec ça ou pas ? Et enfin pour terminer, en numéro 1, et c'est là toute l'ironie, parce que on va passer d'un Joker à un autre, Jared Leto, méconnaissable dans le film sur Gucci.
Alors me demandez pas grand chose sur le film parce que je l'ai pratiquement oublié, par contre je n'ai oublié aucune apparition de Jared Leto. Et heureusement que j'avais lu justement dans la fiche Wikipédia que Jared Leto jouait dedans parce que je l'aurais jamais reconnu. Un maquillage parfait, une prothèse pareille, c'est juste complètement dingue. Et c'est juste hallucinant de se dire que c'est Jared Leto. Jared Leto, un des acteurs les plus beaux gosses de sa génération. Jared Leto qui brise son image d'ultime beau gosse presque de la même manière qu'aurait fait un Johnny Depp, eh bien, il fallait le souligner, voilà. Ce mec-là, c'est Jared Leto. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait, et surtout, donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire part, me partager les performances qui vous ont marqué, les performances où, quand vous avez vu cet acteur dans ce film, cet acteur ou cette actrice, vous vous êtes dit, oula, elle ou lui, ils sont connus, mais on a affaire ici à quelque chose d'autre. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao.